Il est tard dans la soirée du 14 octobre 2004. Un bombardier CRJ-200 presque vide, avec seulement 2 pilotes à bord, se retrouve dans une situation extrêmement grave. Lors de la montée initiale, d'importants mouvements d'assiette ont été perçus. Et en ce moment, l'avion est à son altitude maximale, en décrochage complet, incliné à gauche avec plus de 80 degrés et les 2 moteurs sont en panne. Mais ce ne sont pas l'avion ni ses systèmes qui ont provoqué cette situation. Voici l'histoire choquante mais malheureusement vraie du vol 3701 de Pinnacle Airlines. Restez avec nous. Le début de l'histoire qui a mené au crash du vol 370. Un de Pinnacle a en réalité commencé plus tôt, dans la journée du 14 octobre 2004. L'avion accidenté, un bombardier CRJ-200 devait voler de Little Rock à Minneapolis avec des passagers. Mais alors que l'équipage alignait l'avion sur la piste à Little Rock et réglait la poussée de décollage, ils ont reçu un message ACAS et ce message concernait le système d'air de prélèvement du moteur droit, alors l'équipage a interrompu le décollage. Ils sont retournés au point de stationnement à Little Rock et ont appelé des ingénieurs. Et les ingénieurs avaient du mal au début à trouver le problème avec le moteur, alors ils ont fait appel à d'autres mécaniciens pour les aider. Pendant ce temps, les passagers ont été redirigés vers un autre vol qui les a emmenés vers Minneapolis. Cela signifiait donc qu'après quelques heures, lorsque la petite panne avait été trouvée et réparée, l'avion était toujours stationné sur l'aire de trafic à Little Rock. Mais la compagnie aérienne avait besoin de cet avion pour un vol le lendemain au départ de Minneapolis, donc ils devaient maintenant acheminer cet avion vers Minneapolis. Ils ont donc fait appel à un équipage de réserve composé d'un commandant de bord pour effectuer le vol, âgé de 31 ans. 6 900 heures de vol au total et 973 heures sur le CRJ-200. C'était un homme marié et heureux, père de famille, avec principalement de bons commentaires sur sa formation. Avec lui se trouvait un copilote de 23 ans. Il pilotait pour Pinnacle depuis un peu plus de 6 mois. À ce moment-là, il totalisait 761 heures de vol, dont 222 sur le CRJ-200. Et il était décrit comme une personne vraiment joyeuse et positive, qui était très satisfait de son poste chez Pinnacle. Les 2 pilotes ont été transférés en tant que membres d'équipage passif sur un vol de Détroit. Ils sont arrivés à Little Rock vers 20h36 le soir et ils ont tous deux été décrits comme étant de bonne humeur et bien reposés par les personnes qui les ont rencontrés au sol. Et selon l'épouse du commandant de bord, ces 2 pilotes n'avaient jamais volé ensemble auparavant. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste préciser un petit détail concernant ce type de vol de positionnement. Ils sont en effet assez rares, évidemment parce que la compagnie aérienne n'aime pas faire voler des avions vides. Et à cause de cela, il y a toujours un petit sentiment de faire quelque chose de spécial lorsqu'on effectue un vol de positionnement. Il n'y a ni personnel de cabine, ni passagers à bord. Et à cause de cela, en tant que pilote, vous devez aussi faire quelques tâches supplémentaires, comme manipuler les escaliers intégrés si vous en avez. Vous devez vous assurer que les offices sont sécurisés, qu'aucun chariot ne se déplace, et vous devez armer les toboggans avant. En cas d'évacuation, il y a très rarement des contraintes de temps lors d'un vol de positionnement, comme c'est le cas ici par exemple. L'équipage devait simplement amener l'avion à Minneapolis pour qu'il soit utilisé le lendemain. Et à cause de cela, il est probable que l'ambiance à bord était plutôt bonne et même un peu festive pendant l'opération. Une autre chose à garder à l'esprit, c'est que lorsqu'on effectue un vol à vide comme celui-ci, l'avion ne se comporte pas comme d'habitude. Vous êtes beaucoup plus léger, donc les performances vont être différentes. Il pourra réaliser des choses normalement impossibles pour lui. Cela présente en réalité des menaces assez importantes. Parce que la façon dont vous exploitez un avion doit être exactement la même, que vous voliez avec ou sans passagers ou membres d'équipage de cabine. D'accord, c'est juste à garder à l'esprit. L'équipage a reçu ses documents de briefing, les plans de vol. Il prévoyait de monter à une altitude de croisière de 33 000 pieds. Et la météo le long de la route semblait bonne, avec seulement une couche nuageuse partielle à l'aéroport de départ, mais le ciel se dégageait à mesure qu'il se dirigeait vers le nord. À 21h21,
le CRJ-200 a décollé de l'aéroport de Little Rock. Et presque immédiatement, il était évident que cet avion n'était pas piloté comme il aurait dû l'être. Car seulement 5 secondes après le décollage, à une altitude d'environ 450 pieds, la première d'une série de très grandes actions de cabrage est venue du poste de pilotage. La première a provoqué une charge latérale d'1,8 G. Cela a fait passer l'assiette à 22 degrés nez en l'air et a provoqué une montée de 3000 pieds par minute. Cela a ensuite été très rapidement suivi par une alarme de manche à balai vibrant, puis par une action du manche à balai pousseur, c'est-à-dire lorsque l'avion pousse le nez vers l'avant. Cela a été suivi par une poussée complète vers l'avant sur le manche à balai, ce qui a remis l'avion à l'horizontale et provoqué une charge latérale d'environ 0,6 G. Il n'y avait aucune indication sur la raison de cet événement car, malheureusement, aucune donnée du Cockpit Voice Recorder n'a été enregistrée au début de ce vol, mais d'après l'enregistreur de données de vol, c'était la première de 3 actions similaires, sur lesquelles nous reviendrons bientôt. L'avion a continué à monter et à 21h25, soit environ 4 minutes après le décollage, alors que l'avion atteignait environ 14 000 pieds en montée, le pilote automatique a été engagé et après cela, les transcriptions du contrôle aérien ainsi que l'enregistrement des données de vol montrent que les pilotes ont maintenant échangé leur place. Le commandant de bord est donc passé du siège de gauche à celui de droite, tandis que le copilote a pris place dans le siège de gauche. Nous ne savons pas vraiment pourquoi, mais ce que nous savons, c'est que peu de temps après cela, le pilote automatique a été déconnecté et la deuxième commande de cabrage a été enregistrée depuis le cockpit. Cette fois, ils ont tiré 2,3 G de charge verticale, ce qui a donné un taux de montée d'environ 10 000 pieds par minute. L'avion continue de monter. Et juste après cela, il y a des enregistrements de mouvements cycliques gauche et droite de la gouverne de direction. Donc, ils ont commencé vers la gauche, puis vers la droite, puis à nouveau vers la gauche, puis encore vers la droite. Cela a provoqué une charge latérale sur l'avion bien en deçà des limites de performance de l'appareil. Mais ce n'est certainement pas quelque chose que vous auriez ressenti en tant que passager, et ce n'est pas une manœuvre habituelle. Quoi qu'il en soit, l'équipage continue la montée, et à 24 600 pieds, la dernière action de cabrage est ressentie. Cette fois, 1,87 G, ce qui donne un taux de montée d'environ 9000 pieds par minute. Cela indique que les pilotes sont en train de tester certaines choses, n'est-ce pas? Ils agissent désormais de manière inhabituelle. Quand ils ont des passagers ou des membres d'équipage cabine à bord, ils testent un peu les limites de ce que l'avion peut faire. L'avion continue maintenant sa montée jusqu'à l'altitude de croisière prévue de 33 000 pieds. Mais quelque part par ici, l'équipage de conduite décide qu'il serait intéressant de voir s'ils peuvent monter jusqu'au plafond maximal certifié du CRJ-200 qui est de 41 000 pieds. Ils contactent le contrôleur aérien, demandent le niveau de vol 410. Le contrôleur constate l'absence de trafic au-dessus d'eux et les autorise à monter. C'est également à peu près ici que les transcriptions de l'enregistreur de voix du cockpit commencent à enregistrer. Donc à partir de là, on sait que les pilotes étaient en train de rigoler, n'est-ce pas? Ils étaient d'humeur festive dans le cockpit. Il y a beaucoup d'expressions comme « Oh mec, oh frère, c'est 41, je n'arrive pas à croire qu'on soit aussi haut ». Mais ça a l'air plutôt normal, suivi de beaucoup de rires et de choses comme ça. Cela montre clairement que l'ambiance dans le cockpit est différente de ce qu'elle serait lors d'un vol commercial normal. Le mode pilote automatique que les pilotes utilisent pour monter à 41 000 pieds va devenir vraiment important dans cette histoire. Ils utilisent un mode appelé vitesse verticale, et ce que fait la vitesse verticale, comme son nom l'indique, c'est qu'elle maintient un certain taux de montée, une certaine vitesse verticale. C'est un mode que nous utilisons normalement très rarement lorsque nous opérons à haute altitude. Parce qu'il veut monter avec cette vitesse verticale et il sacrifiera la vitesse afin de maintenir ce taux de montée verticale. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc à partir d'environ 37 000 pieds, le pilote saisit un taux de montée de 500 pieds par minute. Maintenir ce taux de montée est correct, à condition que la poussée des moteurs puisse le soutenir. D'accord, parce que la manette des gaz extérieurs va amener la poussée à la pleine puissance, puis elle maintiendra 500 pieds par minute. Si la poussée est insuffisante,
la vitesse diminuera. C'est précisément ce qui s'est produit. Ils ont débuté à une 203 nœuds, soit Mach 0,63, et à mesure qu'ils continuaient à monter, la vitesse continuait de baisser, encore et encore. Ainsi, lorsqu'ils ont atteint 41 000 pieds, la vitesse était maintenant de 163 nœuds et Mach 0,57. Maintenant, pourquoi est-ce important? Et en fait, c'est la chose la plus dangereuse qu'ils aient faite jusqu'ici. Parce que si vous connaissez l'aérodynamique, vous savez qu'à mesure que la vitesse diminue de plus en plus, si vous voulez que l'avion continue de voler, l'angle d'attaque de l'aile, c'est-à-dire l'angle que l'aile forme par rapport à l'air qui arrive, doit augmenter. Vous devez avoir de plus en plus d'angles d'attaque afin de générer la même portance à des vitesses plus faibles. Et cependant, lorsque vous faites cela, la différence de pression entre la partie inférieure de l'aile et la partie supérieure de l'aile va augmenter. Et cela va augmenter ces tourbillons qui se forment maintenant au bout des ailes. Ces tourbillons s'accompagnent également de ce qu'on appelle la traînée induite. Donc, ce que cela signifie concrètement, c'est qu'à mesure que l'avion vole de plus en plus lentement, surtout en haute altitude où l'air est très raréfié, cette traînée induite va devenir de plus en plus importante. Et l'avion pourrait se retrouver dans une situation que nous, les pilotes, appelons être à l'arrière de la courbe de traînée. En résumé, quand l'avion ralentit, la traînée augmente, ce qui le fait ralentir encore plus dans un cycle continu. Et à moins d'avoir suffisamment de poussée moteur pour vous permettre d'accélérer l'avion et de réduire cette traînée, l'avion finira par décrocher à cette vitesse. Il ne reviendra pas tout seul. Et un autre problème que vous rencontrez à ces altitudes, c'est que l'air est tellement raréfié que la poussée du moteur est fortement réduite. Effectivement, les moteurs seront moins performants en altitude. Donc, nous faisons vraiment très attention lorsque nous opérons à des altitudes plus élevées à cause de cela, n'est-ce pas? C'est quelque chose que nous surveillons constamment lorsque nous montons, et c'est pourquoi la vitesse verticale est un mode qui peut être très dangereux. Et en fait, c'est probablement la chose la plus dangereuse qu'ils aient faite jusqu'à présent. Même si toutes les autres choses qu'ils ont faites sont bien plus spectaculaires, les pilotes de ce vol ne semblent pas reconnaître ce problème. Au lieu de cela, ils sont vraiment excités d'avoir rejoint le club des 41 000. Ils en discutent dans tous les sens et trouvent ça génial. Et à ce moment-là, ils sont également transférés d'un contrôleur aérien à un autre. Le nouveau contrôleur aérien leur demande quel type d'avion ils pilotent et lorsqu'ils répondent qu'ils volent sur un CRJ-200, le contrôleur aérien répond en gros « Oh, je ne vous ai jamais vu aussi haut auparavant ». Le commandant de bord répond « Comme il n'y a pas de passagers, nous avons décidé de monter ici pour nous amuser un peu. » C'est en réalité notre plafond maximal. Donc cela met bien cela en évidence. Il n'y avait aucune raison opérationnelle pour l'équipage de monter à 41 000 pieds. La seule raison pour laquelle ils l'ont fait, c'est parce qu'ils voulaient essayer quelque chose, vous savez, pour rejoindre le club des 41 000. Le commandant de bord demande au copilote s'il veut boire quelque chose. Celui-ci plaisante en disant qu'il va vérifier si le bar est verrouillé. Mais ensuite, il demande un Pepsi. Le commandant de bord va préparer le Pepsi pour le copilote. Quand il revient, il semble commencer à réaliser qu'ils ne sont pas dans une bonne situation. Parce qu'il dit « Nous sommes en train de perdre ici. On va descendre dans quelques secondes et ce truc ne va pas maintenir l'altitude, n'est-ce pas ?» Et le copilote répond « Il ne peut pas, mec, on a un peu arrangé ça ici, mais ça ne tiendra pas. » Cela confirme exactement nos propos précédents. Ils sont maintenant tellement loin sur la courbe de traînée que, même si la poussée est réglée pour maintenir la vitesse et l'altitude, la vitesse continue simplement de diminuer. Et c'est ce qu'ils voient sur le ruban de vitesse. À 21h54, le commandant de bord contacte le contrôleur aérien et lui demande d'obtenir une altitude plus basse, peut-être le niveau de vol 390 ou 370. Mais seulement quelques secondes après son appel. Le premier événement de manche à balai vibrant se produit lorsque l'avion atteint 150 nœuds de vitesse indiquée. Cela est ensuite suivi de 4 autres événements de manche à balai vibrant et de 4 événements de manche à balai pousseur pour chacun d'eux. Chaque fois que le manche à balai pousseur est activé, le nez est poussé vers le bas afin de gagner de la vitesse, mais presque immédiatement après, le nez est de nouveau tiré vers le haut pour maintenir l'altitude. Cela a pour conséquence que la vitesse ne cesse de diminuer de plus en plus.
et l'assiette de l'avion, c'est-à-dire l'angle d'attaque, devient de plus en plus élevé. Et la plus grande assiette indiquée était de 29 degrés cabrée à 41 000 pieds. Lorsque cela s'est produit, au 5e avertisseur de décrochage et au 4e pousseur de manche, l'avion est entré en décrochage aérodynamique. À ce moment-là, les deux moteurs, le moteur 1 et le moteur 2, s'éteignent presque simultanément et l'avion part en roulis. Avec l'aile gauche basse, l'avion s'incline jusqu'à 82 degrés à gauche et pique du nez avec une assiette de 32 degrés vers le bas. Au cours des 14 secondes suivantes, les pilotes agissent sur les commandes et parviennent à reprendre le contrôle de l'avion, mais ils perdent 7000 pieds pendant ce temps. Pendant la procédure de récupération, le commandant de bord a eu le temps d'appeler le contrôleur aérien. Il a dit « Nous déclarons une urgence, restez en attente ». Puis il s'est concentré sur les actions du copilote dans le siège de gauche. Le contrôleur aérien revient et leur donne l'autorisation de descendre à 24 000 pieds, ce que le commandant de bord accuse réception. Pendant que cela se produit, le générateur entraîné par l'air ou ADG, qui est similaire à une ramère turbine, une turbine à air de prélèvement sur Airbus, est déployé dans le flux d'air. On peut l'entendre sur les enregistreurs de voix du cockpit, car cela fait beaucoup de bruit dans l'air. Et environ 20 secondes après le décrochage initial, quelqu'un dans le cockpit s'écrie « Nous n'avons plus de moteur ». Et le commandant de bord répond « Double panne moteur ». Le commandant de bord commence rapidement à exécuter la checklist de double panne moteur qui inclut des éléments à mémoriser. L'un de ces items à mémoriser est de s'assurer que la vitesse de l'avion ne descende pas en dessous de 240 nœuds. La checklist ne précise pas clairement que 240 nœuds est la vitesse minimale. Elle indique simplement vitesse 240 nœuds. Et cela fera partie des changements qui découleront finalement de cet accident. Parce qu'en descendant maintenant, ils ne maintiennent pas 240 nœuds, ils maintiennent une vitesse inférieure à cela, comprise entre 170 et 200 nœuds indiqués. La checklist de panne double moteur indique à l'équipage que s'ils se trouvent entre 21 000 pieds et 13 000 pieds, la checklist mentionne qu'en cas de redémarrage en moulinet, il faut maintenir une vitesse de 240 nœuds. Stabilisez-vous à cette vitesse et lorsque vous êtes prêt à tenter un redémarrage en moulinet des moteurs, c'est-à-dire en utilisant le flux d'air généré par la vitesse de l'avion pour faire tourner les composants du moteur, pour pouvoir les démarrer, il faut piquer l'avion vers l'avant afin d'atteindre une vitesse indiquée d'au moins 300 nœuds. Donc le commandant de bord lit cela à voix haute et il dit au copilote de piquer davantage. « D'accord, donne-moi 300 nœuds, pique encore plus. » Le copilote s'exécute. « D'accord. » Il incline l'avion vers l'avant avec environ 5 degrés de nez vers le bas, mais à chaque fois qu'il le fait, il continue à redresser le nez de l'avion vers le haut. Ainsi, la vitesse maximale atteinte par l'avion pendant cette manœuvre est de 236 nœuds, ce qui est inférieur au minimum requis de 240. Et vous comprendrez pourquoi cela est si important plus tard dans cette vidéo. Alors que le commandant de bord gère la checklist pour la double panne moteur, l'alarme d'altitude cabine se déclenche. Le système de pressurisation des avions de ligne moderne utilise l'air prélevé des moteurs pour pressuriser la cabine. Évidemment, si les deux moteurs tombent en panne, il n'y a plus d'air disponible pour pressuriser la cabine. Donc, pendant qu'ils s'occupent de la checklist et qu'ils descendent, l'altitude cabine n'a cessé d'augmenter. Ils se retrouvent désormais dans une situation où ils doivent porter des masques à oxygène. Il y a un peu d'ambiguïté dans l'enregistreur de voix du cockpit et l'enregistreur de données de vol concernant le moment exact où ils ont mis les masques, mais ils les ont bien mis pendant cette période. Malgré tout cela, le commandant persiste à demander au copilote de baisser le nez pour accroître la vitesse. Mais cela ne se produit pas, et le commandant n'insiste pas plus. L'avion est maintenant en descente, passant environ 29 200 pieds. Et jusqu'à présent, l'alimentation électrique a été fournie par le générateur entraîné par l'air, l'ADG. Mais à ce moment-là, suivant la checklist de panne double moteur, le commandant de bord décide de mettre en marche le groupe auxiliaire de puissance, l'APU. Et c'est important car l'APU pourra fournir toute la puissance électrique à l'avion et aussi, de façon cruciale, il pourra fournir la puissance pneumatique. Au cas où le démarrage en moulinet échouerait et qu'ils auraient besoin de tenter un redémarrage assisté par l'APU plus tard. Je veux aussi souligner à ce stade que l'avion est presque à 30 000 pieds, et même s'ils n'ont pas deux moteurs à 30 000 pieds.
Ils ont une assez bonne distance de vol plané, d'accord? Ils disposent d'une grande zone autour d'eux qu'ils pourraient atteindre compte tenu de leur vitesse et de leur altitude. Et dans cette distance de vol plané, ils ont environ 6 aéroports à ce stade. Maintenant, cela sert de bon rappel. Si jamais vous vous retrouvez dans une situation comme celle-ci, si vous êtes pilote, il est vraiment important de répartir les rôles dans le cockpit. Le pilote, en fonction dans une situation comme celle-ci, doit supposer le pire. À savoir, nous avons perdu les 2 moteurs, il se peut que nous ne puissions pas les redémarrer. Alors, quel va être mon plan? Et communiquer avec le contrôle aérien. Pointer vers un aéroport qui se trouve clairement à portée de vol plané. Gardez de l'altitude et visez cet objectif. Préparez les cartes. Commencez à vous préparer mentalement, calmement, afin de pouvoir rejoindre l'un de ces aéroports. Le pilote surveillant doit maintenant se concentrer sur l'exécution précise de la checklist de l'autre côté. Essayez de démarrer au moins l'un des moteurs. Parce que s'ils parviennent à démarrer un moteur, ils auront beaucoup plus d'options et beaucoup plus de temps à disposition. Mais dans ce cas, cet équipage semble être entièrement concentré sur le fait d'essayer de démarrer les moteurs, n'est-ce pas? Le copilote maintient un cap principalement vers le nord, nord-est. Aucune discussion n'est en cours concernant les aéroports de destination. Il ne parle pas non plus au contrôleur aérien et ne lui donne aucune indication sur la gravité du problème. Mais à ce moment-là, le contrôleur aérien contacte en fait l'appareil et leur demande quel est leur statut, quel type de panne et d'urgence ils déclarent réellement. Rappelez-vous, jusqu'à présent, ils n'ont fait que déclarer une urgence et ont demandé au contrôleur aérien de rester en attente. Donc, le contrôleur aérien se basera sur cette hypothèse. Ils sont très occupés à travailler sur la checklist et il est peu probable qu'ils interviennent pour éviter de les interrompre. Ici, le contrôleur aérien estime que le délai a été trop long. Ils ont besoin de plus d'informations sur la situation. Alors, il leur demande et le commandant de bord revient. Et ce que dit le commandant de bord, c'est eh bien, nous avons eu une panne moteur ici et nous essayons maintenant de descendre pour redémarrer l'autre moteur. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Oui, ils ont toujours eu une panne moteur, mais ils ont aussi eu une deuxième panne moteur. Et la différence entre un avion qui vole avec un seul moteur et qui veut redémarrer l'autre et un avion qui vole sans aucun moteur est énorme. L'une est une urgence immédiate, l'autre est une situation bien maîtrisée. Donc, le contrôleur aérien revient et dit « Compris, vol contrôlé sur un seul moteur ». Et il n'y a pas de réponse du commandant de bord à cette question. Alors que l'avion continue de descendre, le commandant de bord tente de redémarrer les moteurs en utilisant l'APU. Il effectue 4 tentatives de redémarrage distinctes, 2 sur chaque moteur, toutes infructueuses. La rotation N2 reste bloquée à 0, elle ne bouge absolument pas. Et alors qu'ils approchent maintenant des 13 000 pieds, ils demandent une descente supplémentaire au contrôleur aérien. Le contrôleur aérien intervient et leur demande « Avez-vous besoin d'atterrir ?» Le commandant de bord répond simplement « Non, nous essayons toujours de redémarrer ce moteur alors qu'ils sont aussi bas que 13 000 pieds. » Le contrôleur aérien ne sait toujours pas qu'il a affaire à un avion qui n'a plus aucun moteur. Et le commandant de bord semble toujours essayer de dissimuler le fait qu'ils se sont eux-mêmes mis dans cette situation. À 22h08, on entend le commandant de bord sur l'enregistreur de voix dire « Change ». « Oui », répond le copilote. Puis, on entend des bruits de déplacement sur l'enregistreur de voix du cockpit, indiquant que les pilotes reprennent maintenant leur siège d'origine. Le commandant de bord reprend donc place dans le siège de gauche, le copilote dans le siège de droite. Et à partir de ce moment, le commandant de bord est aux commandes de l'avion. Et le copilote s'occupe de la checklist et communique avec le contrôleur aérien. Et lorsque le copilote contacte le contrôleur aérien, la première chose qu'il fait, c'est de déclarer qu'ils sont en train de subir une double panne moteur et qu'ils ont besoin immédiatement de vecteurs vers l'aéroport le plus proche. Alors que l'avion passe maintenant environ 9000 pieds, avec le contrôleur aérien bien informé de la situation, l'équipage demande de l'aide pour rejoindre l'aéroport disponible le plus proche. Et cet aéroport est identifié comme Jefferson City, qui se trouve juste devant eux. Le problème, cependant, c'est que même si Jefferson était à portée de vol plané lorsqu'ils étaient à 30 000 pieds, et aussi lorsqu'ils étaient à 20 000 pieds,
Alors, depuis qu'ils manœuvrent, qu'ils essayent de redémarrer les moteurs et qu'ils ne se sont pas concentrés sur le maintien de la meilleure vitesse de vol plané. Ce qui aurait été 170 nœuds, Jefferson City était maintenant hors de portée de vol plané. Mais ils ne s'en sont pas encore vraiment rendus compte, ils ne l'ont pas encore remarqué. Au lieu de cela, le copilote demande au contrôleur aérien d'obtenir la fréquence de la tour de Jefferson City, ainsi que la fréquence de l'Instrument Landing System afin qu'il puisse les régler. Et à ce moment-là, ils sont toujours dans les nuages, d'accord? La couche nuageuse au-dessus de Jefferson City est à environ 5000 pieds, donc ils continuent à descendre maintenant. Le commandant de bord demande des vecteurs pour s'aligner sur l'axe central, ce qu'ils finissent par faire. Mais lorsqu'ils sortent des nuages à environ 5000 pieds, le commandant de bord demande alors où se trouve la piste. Le copilote repère la piste, la montre au commandant de bord qui déclare « Impossible d'atterrir sur cette piste » et « Y a-t-il une route ou quelque chose comme ça ?» Ils regardent autour d'eux, ils aperçoivent une ligne droite d'autoroute éclairée un peu sur la gauche, alors l'avion quitte l'axe de la piste à Jefferson City et se dirige vers cette autoroute. À 22h, 14 minutes et 46 secondes, on entend le commandant de bord sur l'enregistreur de voix du cockpit dire « Gardons le train rentré. Je ne veux pas finir dans une maison ici. » Cela a une certaine importance pour moi, car en tant que pilote, je sais que si vous devez effectuer un atterrissage d'urgence sur la terre ferme, sortir le train d'atterrissage est crucial afin qu'il puisse absorber une partie des forces d'impact. Et le fait qu'ils choisissent de ne pas le faire pour prolonger leur planée afin d'éviter les habitations montre que le commandant de bord se concentre désormais sur la tentative d'éviter des victimes au sol. La dernière chose que l'on entend sur l'enregistreur de voix du cockpit est « Nous allons entrer dans des maisons ». Puis il y a plusieurs alertes du système d'alerte de proximité du sol, suivies des bruits d'impact à 22h, 15 minutes et 6 secondes. L'avion heurte quelques arbres et un garage avant de s'écraser au sol dans une zone habitée. Il se retourne et prend feu en atterrissant. Les deux pilotes périssent dans l'impact, mais heureusement, aucune personne au sol n'est blessée. L'équipe d'enquête sur l'accident aérien s'est promptement rendue à Jefferson City pour commencer à recueillir des données et des informations sur les causes potentielles de l'accident. Ils ont rapidement retrouvé le cockpit intact ainsi que les enregistreurs de voix et de données de vol. Et à partir de cela, ils ont pu reconstituer assez clairement ce qui s'était passé. Évidemment, l'attention principale s'est portée sur la façon dont les pilotes avaient agi jusqu'au décrochage à 41 000 pieds. Mais il restait quelques questions auxquelles il fallait répondre. Premièrement, pourquoi le pilote en fonction, c'est-à-dire le copilote dans ce cas, a-t-il réagi de cette façon lorsqu'il a été confronté au décrochage, aux avertissements? Deuxièmement, pourquoi les moteurs de l'avion se sont-ils éteints lorsque l'avion a décroché et pourquoi n'ont-ils pas réussi à les redémarrer? Passons maintenant aux aspects techniques de cette situation. Pour répondre à la première question concernant la raison pour laquelle le copilote a agi de cette manière lorsqu'il a été confronté aux avertissements de décrochage, ils osent aller se renseigner chez Pinnacle Airlines et il ressortait très clairement de l'organisme de formation que la manière dont les équipages étaient formés à gérer les décrochages imminents était d'éviter d'entrer dans un décrochage pleinement développé. Donc, utiliser le manche à balai vibrant ou l'apparition de vibrations comme premier signe de décrochage et agir en conséquence pour essayer de sortir l'avion du décrochage. Augmenter la vitesse, diminuer l'angle d'attaque dès que possible. Mais ce qui est également devenu évident pour l'équipe d'enquête, c'est que ce type d'entraînement était très rarement effectué à haute altitude. Il avait tendance à être effectué à environ 10 000 pieds dans différentes configurations. Et une grande partie de l'accent de ce type d'entraînement était mise à la fois sur la correction de la situation de décrochage, c'est-à-dire augmenter la vitesse et réduire l'angle d'attaque, mais aussi sur la minimisation de la perte d'altitude. Et cela était courant dans toute l'industrie à l'époque de l'accident. On pensait, vous savez, que les décrochages surviendraient principalement lorsque l'avion faisait partie de l'approche et le circuit de trafic serait fortement impacté par le relief, posant un problème majeur. Donc, une fois que la menace immédiate de décrochage était bien résolue, il fallait ensuite minimiser la perte d'altitude et aussi, aux alentours de 10 000 pieds et en dessous,
les moteurs sont très puissants. Les moteurs ont la capacité de presque sortir un avion d'un décrochage. Ce n'est pas ce qui se passe à 41 000 pieds, où les moteurs disposent de très peu de poussée excédentaire. En conséquence de cet accident, les compagnies aériennes du monde entier ont commencé à s'entraîner davantage au décrochage à haute altitude et à insister sur l'importance de vraiment baisser le nez et de le maintenir baissé jusqu'à ce que la vitesse ait été récupérée, en utilisant les moteurs de façon progressive et douce pour augmenter la vitesse. Et seulement une fois que la vitesse est revenue et que l'avion n'est plus décroché, vous pouvez commencer à penser à regagner de l'altitude, pas avant cela. Maintenant, cela nous amène aux problèmes liés aux moteurs et à la raison pour laquelle les moteurs se sont réellement éteints. Cela a été assez facile à comprendre parce que l'avion se trouvait dans une position tellement extrême. À 41 000 pieds, avec une assiette de 29 degrés et une vitesse vraiment faible. Ce qui s'est réellement passé, c'est que l'écoulement de l'air entrant dans le moteur a été fortement perturbé. Cela a entraîné des pompages du compresseur et en gros, il n'y avait pas assez d'air injecté dans les chambres de combustion pour maintenir les flammes. Donc, l'extinction des deux moteurs a été causée par les attitudes extrêmes dans lesquelles l'avion s'est retrouvé lors de la perte de contrôle. Mais cela n'explique toujours pas pourquoi les moteurs ne redémarraient pas, n'est-ce pas? C'est une chose qu'ils s'éteignent. Mais si vous êtes à 41 000 pieds, vous devriez avoir largement le temps d'essayer de redémarrer les moteurs en moulinet, puis ensuite d'utiliser l'APU pour les relancer. Mais dans ce cas, quoi que fasse l'équipage de conduite, le N2, le compresseur et la turbine haute pression ne voulaient tout simplement pas tourner correctement. Le N2 restait bloqué à zéro et quoi qu'il fasse, il ne tournait pas. Pourquoi cela? Eh bien, lorsque le National Transportation Safety Board a interrogé les fabricants de moteurs, ils ont découvert que ces moteurs, en particulier les CF34-1 et CF34-3, avaient rencontré des problèmes avec la procédure de démarrage du moteur en vol lors des essais de certification. À savoir que si le cœur du moteur était autorisé à descendre jusqu'à zéro, il pouvait être confronté à ce qu'on appelle un blocage du cœur. Et ce qu'est essentiellement un blocage du cœur, c'est que cela concerne un joint d'air à l'intérieur de la turbine haute pression. Ce joint d'air dirige le flux d'air et le refroidissement à l'intérieur du moteur. Et parce qu'il fait cela, il doit être vraiment étanche. Et la façon dont il est construit, c'est qu'il a une partie rotative et une partie statique. Maintenant, la partie rotative possède des dents qui creusent de petites rainures dans la partie statique plus tendre qui l'entoure. Et généralement, lors du fonctionnement normal du moteur, les marges sont vraiment serrées. Ce qui peut se produire si le moteur fonctionne à une température très élevée puis est soudainement refroidi, c'est que le matériau statique environnant plus tendre va refroidir plus rapidement que la partie rotative du joint d'air. Et lorsque cela se produit, la partie rotative peut sortir des rainures qu'elle a creusées et pénétrer dans une nouvelle zone du matériau tendre. En même temps, le matériau plus tendre, puisqu'il refroidit plus vite, se contracte autour de la partie rotative, ce qui augmente considérablement la friction à l'intérieur du moteur. Si la rotation N2, donc la partie haute pression à l'intérieur du moteur, est autorisée à s'arrêter complètement, cela peut en fait bloquer le moteur jusqu'à ce que les composants internes aient suffisamment refroidi pour se détacher les uns des autres. Et c'est pourquoi, souvenez-vous comment j'ai dit plus tôt dans la vidéo, qu'il était si important que la vitesse indiquée soit maintenue à un minimum de 240 nœuds. Eh bien, c'est parce qu'à 240 nœuds, il y a suffisamment d'air qui traverse le cœur du moteur pour maintenir ce joint d'air en rotation pendant qu'il refroidit. Ensuite, une fois suffisamment refroidi et que vous redémarrez le moteur, vous n'aurez pas de problème. Mais, comme vous le savez, lors de cette occasion particulière, puisque les pilotes avaient forcé l'avion à monter à 41 000 pieds et avaient laissé la vitesse diminuer autant, cela signifiait que les moteurs fonctionnaient presque à pleine puissance, ce qui les réchauffait énormément, sans que beaucoup d'air de refroidissement ne circule à travers le cœur. Donc l'un des moteurs a en fait été utilisé à 300 degrés au-dessus de sa température maximale limite, tandis que l'autre était juste en dessous de cette limite.
Et lorsque les pilotes ont finalement mis l'avion dans cette situation critique, avec une assiette de 29 degrés et que l'avion a décroché, alors les moteurs étaient en surchauffe et se sont soudainement éteints. Ils refroidissent très rapidement puisqu'ils sont exposés aux températures extrêmement froides que l'on trouve à 41 000 pieds. Ensuite, l'avion descendait à une vitesse plus faible, ce qui a permis à ce phénomène de blocage du cœur de se produire, et c'est ce qui s'est passé. Ces moteurs étaient complètement bloqués, peu importe ce que faisaient les pilotes. Après ce moment-là, ils ne voulaient plus redémarrer. La seule chose qui leur aurait permis de recommencer à tourner, c'était d'attendre plus longtemps pour laisser les composants internes suffisamment refroidir afin qu'ils se détachent les uns des autres, et alors ils auraient pu redémarrer les moteurs. À cause de cela, une consigne de navigabilité a été envoyée à tous les utilisateurs des moteurs CF34 pour les informer de ce risque potentiel de blocage du cœur dans certaines situations. Et il y a également eu des obligations de la part de la FAA envers General Electric pour essayer de mettre à jour la façon dont ces joints d'air étaient construits afin de minimiser le risque de blocage du cœur comme celui-ci à l'avenir. Cela nous amène donc à la fin du rapport final et à ce que le National Transportation Safety Board a considéré comme la cause probable de l'accident. Le Bureau national de la sécurité des transports détermine que les causes probables de cet accident étaient, premièrement, le comportement non professionnel des pilotes, leur déviation des procédures opérationnelles standards et leur faible maîtrise du pilotage, ce qui a entraîné une situation d'urgence en vol dont ils n'ont pas pu se remettre, en partie à cause de la formation insuffisante des pilotes. Deuxièmement, l'incapacité des pilotes à se préparer rapidement à un atterrissage d'urgence en communiquant avec les contrôleurs aériens dès le début de l'urgence concernant la perte des deux moteurs et la disponibilité des sites d'atterrissage. Et troisièmement, la mauvaise gestion par les pilotes de la checklist de panne double moteur, ce qui a permis au cœur des moteurs de s'arrêter de tourner, entraînant ainsi la condition de blocage du cœur du moteur. Ont contribué à cet accident, premièrement, la condition de blocage du cœur du moteur qui a empêché au moins un moteur d'être redémarré, et deuxièmement, les manuels de vol de l'avion qui n'indiquaient pas aux pilotes l'importance de maintenir une vitesse minimale afin de garder les cœurs des moteurs en rotation. Je sais que cette vidéo pourrait susciter certaines émotions chez vous, des sentiments comme la colère, la déception, la stupéfaction et l'émerveillement. Ce n'est pas pour cela que j'ai fait cette vidéo. J'ai choisi de faire cette vidéo parce qu'elle met en avant un point vraiment important, à savoir l'importance de rester professionnel, peu importe le type de situation dans laquelle vous vous trouvez. Même si vous êtes dans une situation où personne ne saura jamais comment vous avez opéré ou ce que vous faisiez. Cela peut toujours avoir un impact et des conséquences. Alors essayez de rester le plus professionnel possible. De plus, il y a des points d'apprentissage vraiment importants dans cette vidéo concernant les opérations à haute altitude, l'aérodynamique, ainsi que certains systèmes techniques. Et c'est toujours pour cette raison que je fais ces vidéos, n'est-ce pas? Chacune de ces vidéos dans ma série sur les accidents et incidents d'aviation que vous pouvez retrouver ici en haut. Je vais essayer de mettre en avant quelque chose de vraiment important. Quelque chose qui a rendu le monde de l'aviation un peu plus sûr après l'accident, même si cela a pu être vraiment, vraiment tragique au moment où c'est arrivé. J'espère que ces vidéos vous intéressent et vous apprennent des choses, même si vous ne travaillez pas dans l'aéronautique. Et si c'est le cas, alors merci de partager ces vidéos sur les réseaux sociaux. Mais assurez-vous également de vous être abonné à la chaîne et d'avoir activé la cloche de notification afin d'être informé dès que je publie de nouvelles vidéos. J'espère avoir de vos nouvelles sur l'application Mentour Aviation ou sur mon serveur Discord. Si vous souhaitez acheter l'un de ces t-shirts que je porte, eh bien j'en ai plusieurs disponibles dans ma boutique Teespring. Vous trouverez des liens ici sous la vidéo ou également dans la description de la vidéo. Et tous les bénéfices provenant de l'achat de ces t-shirts seront reversés à la chaîne et à mon travail pour améliorer la qualité. Et si vous voulez faire partie de l'équipe centrale, les personnes qui ont vraiment de l'influence sur ce qui se passe sur la chaîne, suggestions, retours sur mes vidéos, eh bien, alors rejoignez mon équipe sur Patreon. J'ai des discussions hebdomadaires avec mon équipe Patreon où nous parlons de ce qui se passe dans le monde et dans leur vie. Et aussi de ce qui se passe sur la chaîne. Ils peuvent discuter avec moi des retours sur les vidéos et d'autres sujets. Passez une journée fantastique où que vous soyez. À la prochaine fois, au revoir.